Bonjour, Génération Terrorisme, comment faire face après les attentats contre Charlie Hebdo et Hyper Cacher, ceux du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis et leur réplique à Bruxelles? L'Europe vit sous la menace directe d'une nébuleuse djihadiste. Quels sont les moyens de sortir de ce que certains désignent désormais comme une nouvelle guerre? Génération d'idées ouvre le débat sur Public Sénat avec vous, Gilles Kepel. Bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes professeur à Sciences Po et à l'École normale supérieure, spécialiste de l'islam et du monde arabe, et vous êtes au cœur de l'actualité avec votre nouvel ouvrage Choc, Terreur dans l'Hexagone, écrit avec Antoine Jardin, publié par Gallimard, genèse du djihad français, déjà un succès en librairie, tant le sujet inquiète les Français. Vous débattrez, Gilles Kepel, et c'est le principe de cette émission, avec 4 jeunes intervenants. Saron Buykana, elle est ambassadrice d'Unicité, et Emmanuel Kujavski, ancien conseiller municipal de Sevran. Puis dans la deuxième partie, Fadil Korim Bocuse, tout jeune conseiller municipal de Noisy-le-Sec, et Simon Barthélémy, délégué régional de l'association Génépi Île-de-France. Ils seront guidés par nos 2 experts, Mathias Léridon de Tilder, conseil en communication, et Laurent Bigorne du Cercle de réflexion l'Institut Montaigne. Voilà pour les présentations. Alors Gilles Kepel, le Premier ministre Manuel Valls a mis les pieds dans le plat dans un récent colloque en déclarant ceci. Il y a une forme de minorité agissante, des groupes qui sont en train de gagner la bataille. Dans d'autres temps, on aurait dit la bataille idéologique, culturelle. Les salafistes doivent représenter 1% aujourd'hui des musulmans dans notre pays. Mais leur message, mais comment les sur le terrain, les messages sur les réseaux sociaux et dans le débat culturel, il n'y a que d'une certaine manière qu'on entend, et il n'y a que qui se font entendre en plus pour les plus jeunes, parce que la parole de l'islam de France unie aujourd'hui ne passe pas. Gilles Kepel, les salafistes qui gagneraient la bataille idéologique et culturelle de l'islam, vous êtes d'accord avec ce point de vue? Alors, je crois que c'est un peu vite dit. Ils n'ont pas gagné. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de passer le message aux musulmans de France en général que les dés sont jetés. Pas du tout. En revanche, la première partie du propos du Premier ministre sur le fait qu'on entend que les salafistes sont eux qui ont envahi les réseaux sociaux, ça, c'est la vérité. Et j'ai pu observer, notamment depuis 2005, au lendemain des grandes émeutes qui ont commencé à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, pour lesquelles nous avons fait, avec l'Institut Montaigne, une très longue étude pour essayer d'en comprendre les ressorts. J'ai pu observer justement comment on voyait aujourd'hui les marqueurs de la salafisation se développer dans un certain nombre de quartiers populaires. Et pour ça, j'ai un peu de recul, puisque j'avais publié en 1987... Oui, vous avez déjà longuement enquêté sur il y a longtemps, en 1987, dans les banlieues de l'islam. Je suis retourné sur les mêmes endroits. Or, la situation a changé. Et il ne faut pas sous-estimer du tout la place aujourd'hui idéologique très importante qu'occupe le salafisme. En même temps, récemment, lors de l'instance du dialogue sur l'islam en France qu'a organisé le ministre de l'Intérieur à Beauvau, à laquelle j'ai participé, j'ai pu entendre de très nombreux interlocuteurs musulmans français qui exprimaient justement leur opposition à la mouvance salafiste, en particulier depuis les derniers attentats en France en novembre et ceux de Bruxelles, dans la mesure où le lien entre le salafisme, qui n'est pas nécessairement violent, mais qui marque une rupture culturelle fondamentale à l'intérieur de la société, et les mouvements djihadistes, pose question. Tous les salafistes ne sont pas djihadistes, mais tous les djihadistes sont salafistes. Mais est-ce que quantitativement, le phénomène est en train de gagner réellement du terrain? Le Premier ministre disait 1% des musulmans. Je ne sais pas si ce chiffre est d'ailleurs exact. Je pense qu'il a utilisé ce chiffre comme une figure, essentiellement. On n'a pas de... c'est sans doute beaucoup plus qu'1%. Mais c'est un mouvement qui gagne des parts de marché ou... Oui, bien sûr, parce que justement, vous avez souvent des salles de prière qui sont récupérées par les salafistes, d'autres, et puis vous avez une très forte présence sur le web, parce que les salafistes sont très, très habiles dans la capacité à mêler la culture Jones, si vous voulez, et puis en même temps leur vision rigoriste
du religieux. Alors on va venir sur toutes ces questions pendant l'émission. Gilles Kepel, une controverse également vous oppose à Olivier Roy, qui est lui aussi politologue et spécialiste de l'islam, qui voit dans le djihadisme une révolte générationnelle et nihiliste. Je vais essayer de dire la chose en quelques mots clairs. Vous faites-vous la démonstration que ceux qui rejoignent les rangs de Daesh donnent finalement dans la radicalisation de l'islam, c'est votre propos. Et Olivier Roy, il voit là, lui, une islamisation de la radicalité. La religion, selon lui, ne serait qu'un prétexte. Qui a raison dans ce débat ? Non, je ne crois pas que ce soit exactement les termes. En fait, pour Olivier Roy, entre les brigades rouges d'antan et les brigades vertes d'aujourd'hui, c'est la même chose. De la bande à Bader à la bande à Baoud, si j'ose dire, c'est kiff-kiff. Et il n'y a que du nihilisme. Bon, bien sûr qu'il y a des éléments de ressemblance entre tous ces mouvements. Et dans le livre, j'ai cité, par exemple, une lettre que m'écrit Carlos depuis sa prison de Poissy, qui dit « Ah, c'est formidable, les djihadistes sont en train de gagner les guerres psychologiques contre l'Occident ». Ou bien j'ai pointé les congruences, ça a fait beaucoup réagir à ce moment-là, par exemple entre les cassettes de propagation qui appellent au djihad en Syrie, tel 19HH, qui a fait 2,5 millions de vues, publié par ce Sénégalo-niçois désormais mort au djihad, Omar Homsen, et puis ce qu'on trouve sur le site de Soral, Égalité et Réconciliation, vous voyez ? Mais ça ne veut pas dire que tout est pareil. La rupture culturelle qu'introduit le salafisme, justement, est très importante. Les brigades rouges ne se faisaient pas exploser. Ils prenaient Aldo Moro. Ce n'est pas la même chose. Si vous voulez. Si on refuse d'analyser en détail ce qui se passe, si on ne sait pas lire ce qui est publié d'abord dans les sources arabes et qu'ensuite qui est traduit en français, si on ne va pas voir ce qui se passe dans les quartiers populaires, comme moi je l'ai fait depuis maintenant plus de 30 ans, alors je ne suis pas sûr que des élucubrations qui plaisent à la caste médiatico-politicienne servent à faire avancer le débat. C'est tout le contraire. En tout cas, c'est une polémique qui n'est pas terminée, puisqu'Olivier Roy n'est pas tendre avec vous dans certaines publications. J'imagine qu'il y aura des répliques à ce type de déclaration. Oui, mais ce que je voudrais dire ici, c'est que ce n'est pas l'histoire de faire se battre des coqs de combat. Non, pas du tout. Ce n'est pas une controverse d'experts. C'est un enjeu central pour notre société. Il faut être capable d'analyser, c'est la raison pour laquelle vous faites cette émission, le défi qui est posé ici. Et pour le faire, il faut utiliser des catégories, des concepts, c'est notre travail à nous les universitaires, qui permettent de déchiffrer, de décrypter ce qui se passe dans le réel et non pas de le dissimuler sous un écran de fumée. Alors si vous le voulez bien, Gilles Kepel, nous égrainerons tout au long de cette émission les thèmes qui font débat, l'existence ou pas d'une centaine de Molenbeek en France, les écoles musulmanes, la mode vestimentaire islamique, ou encore le financement du terrorisme. Et à ce sujet, les moyens de lutte sont en passe d'être renforcés, comme l'explique ce reportage de Public Sénat signé Faustine Saint-Geniès. Un projet de réforme pénale durci par le Sénat pour lutter contre le financement du terrorisme. Les sénateurs renforcent les pouvoirs de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy. Le service de renseignement pourra interdire aux banques de fermer les comptes de certains suspects. L'objectif, éviter d'alerter les suspects et de compromettre les coups de filet. La contrefaçon en bande organisée, qui sert souvent à alimenter les caisses du terrorisme, est aussi sanctionnée plus lourdement par le Sénat. 7 ans de prison et 750 000 € d'amende. Autre mesure forte, les auteurs de fraude fiscale à des fins de financement d'activités criminelles pourraient être poursuivis directement par le parquet financier et non par Bercy comme aujourd'hui, mais le gouvernement s'y oppose. Le dernier mot reviendra aux sénateurs et aux députés qui devront désormais s'entendre en commission mixte paritaire sur un texte commun. Voilà pour cette illustration. Nous ouvrons la première partie de ce Génération d'idées avec vous, Mathias Léridon, bienvenue, sur la réponse aux défis du djihad français, sur les questions essentiellement de sécurité, mais pas que. Et avec nos deux jeunes intervenants, bonjour Saron Buikana, vous avez 26 ans, bonjour, bienvenue, vous vivez à Cergy. Et vous êtes ambassadrice, alors vous portez les couleurs de votre association, c'est assez remarquable, d'Unicité, une association que je vais vous laisser décrire en quelques mots, c'est peut-être plus simple avec vous. Unicité, c'est l'association pionnière du service civique en France. Et ça a été une association qui a été créée par 3 jeunes étudiantes à la base. Il y a une vingtaine d'années déjà. Il y a une vingtaine d'années. Pas tout neuf. Elle sortait de l'ESSEC, justement. Donc Marie Trélucane, qui est la coprésidente justement d'Unicité. On peut dire une présidente, et il y a eu aussi Elisabeth,
qui est Lisbeth, qui est justement une personne qui venait d'Amérique, qui a justement aussi un peu donné cette idée et qui a inspiré aussi pas mal Marie. Alors l'idée, c'est le bien public, hein, c'est l'intégration de jeunes, de la confrontation avec la société, c'est ça en fait? C'est comme une sorte de service militaire, mais utile, quoi. C'est pas vraiment un service militaire, parce que là, du coup, on prend pas les armes, mais justement, on fait des missions de solidarité. C'est pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et le critère, justement, pour faire un service civique, c'est plutôt la motivation, quoi. Je précise, Saron, que vous avez grandi au Tarteret. Vous avez été confronté à la réalité d'un quartier dit difficile, hein, avec une certaine expérience, un certain regard. Oui. Vous nous en ferez part tout au long de l'émission. Vous, Emmanuel Kusavski, alors vous avez 32 ans, bonjour. Vous êtes encore jeune, hein, je vous rassure. Merci. Et vous avez grandi à Sevran. Vous êtes aujourd'hui assistant du groupe écologiste au Parlement européen. Donc vous avez quelque part un pied à Sevran et un pied à Bruxelles. Voilà. Et vous étiez même présent à Bruxelles le jour des attentats, peut-être? Tout à fait. Oui. Tout à fait, hélas. Ouais. Et vous avez, vous, déjà rencontré, je crois, Gilles Kepel par le passé Lors de ses travaux en Seine-Saint-Denis, il y a quelques années, à Clichy-sous-Bois notamment. Tout à fait. Pour vous, le discours, quel est-il? C'est sur la radicalisation notamment, pas forcément lié à la banlieue? Moi, en fait, si vous voulez, je comprends tout à fait, pour des raisons de lisibilité, c'est normal qu'on parle de l'Hexagone. Mais pour moi, il y a un truc que Gilles Kepel a dit très justement et qu'il répète très justement, c'est que dans un écrit en 2005, l'un des théoriciens du djihadisme européen, en l'occurrence, décrit bien l'Europe comme le ventre mou de l'Occident qu'il faut viser. Pour moi, ce qui manque dans notre analyse, pas dans la vôtre, dans notre analyse, ce qui est le besoin d'analyse, c'est ça dit quoi de l'Europe? C'est quoi le problème avec l'Europe? Pourquoi il y a tant de jeunes Européens, aujourd'hui, au XXIe siècle, qui s'en vont se faire éclater la tête en Syrie, en Irak, ou revenir le faire chez nous? Pour moi, le problème, c'est l'absence totale de sens du projet collectif européen. D'accord. L'Europe, pour moi, c'est une fin de soirée. Tout comme la République, c'est un mot creux, un mot vide aujourd'hui, hélas. Et c'est là, à mon avis, que doit se situer le niveau d'analyse. Alors, Mathias Léridon, on va répondre à ça peut-être avec vous, Gilles Kepel. Mais Mathias Léridon, d'abord, on va aborder le premier sujet, qui est un sujet assez spectaculaire. C'était la récente déclaration du ministre Patrick Kanner, ministre de la Ville. A-t-il eu raison de pointer une centaine de Molenbeek français sur notre sol? D'abord, de quoi on parle? Molenbeek, c'est une des 19 communes de Bruxelles-Capitale. Molenbeek, c'est une commune dans laquelle il y a un tout petit peu moins de 100 000 habitants sur 6 km². 6 km². La réalité, c'est que c'est le double de la moyenne, en termes d'habitants, de la commune de Bruxelles. Et c'est une commune qui a aujourd'hui un des taux de criminalité, un des taux de chômage les plus importants en Belgique. Et c'est une commune dans laquelle 40% environ de la population est musulmane. Et elle a connu un mouvement qui est une surpopulation sur la commune, une très forte population musulmane, une radicalisation religieuse, puis ensuite une radicalisation islamiste, et c'est devenu un des foyers de cellules terroristes. La vraie question qu'on se pose finalement en France aujourd'hui, c'est est-ce que les quartiers, est-ce que les banlieues de la République, dont vous parliez, Gilles Kepel, en 1987, est-ce que les banlieues de la République peuvent devenir des quartiers Molenbeek en France? Alors, Gilles Kepel, vous connaissez, Oui. ce quartier de Bruxelles. Vous le prononcez plutôt bien, le nom d'ailleurs. J'essaye parce que je suis allé lancer ce livre en Belgique justement au foyer social de Molenbeek. Et on m'a fait remarquer qu'il ne fallait pas dire Molenbeek, sinon on était donc c'est Molenbeek. Et oui, tout à fait, j'y suis allé et quand on m'a demandé de réagir aux propos de Patrick Kanner, il m'a semblé qu'il fallait les nuancer. Parce que, en fait, Molenbeek concentre un certain nombre de choses, et ça revient exactement à ce que disait Emmanuel tout à l'heure, qui finalement montre un peu, me semble-t-il, la déréliction de l'Europe. Un élément important dans Molenbeek qu'il faut ajouter à ce que vous avez dit, c'est que depuis longtemps, Molenbeek est un peu quelque chose qui partage tristement avec Sevran, c'est-à-dire c'est une plaque tournante du trafic de hashish en Europe. C'est une destination des go fast. Et Pierre Vermeuren, qui est un très bon connaisseur de l'Afrique du Nord, a fait des papiers là-dessus en expliquant en quoi Molenbeek est devenue la capitale du Rif, si vous voulez. Le Rif, c'est cette zone du nord du Maroc qui a fait la guerre contre la France et contre l'Espagne dans les années 20,
avec les fameuses républiques du Rif d'Abdelkrim, qui a été cogné par les Français. Pétain était venu avec des dizaines de milliers d'hommes pour le réduire, qui a ensuite été cogné par le Marzen, par le système marocain. Et finalement, les Rifins, population assiégée d'une certaine manière, ont trouvé à Molenbeek une sorte de havre. Et ce havre a permis, bien sûr pas à tout le monde là-bas, mais de construire une société basée en grande partie sur l'économie de la drogue. L'économie de la drogue qui amène également l'économie des armes, parce qu'il faut des armes pour protéger la drogue. Et ce système clos a favorisé l'émergence en même temps d'un salafisme idéologique. Et il faut bien savoir que c'est très ancien, le djihadisme à Molenbeek. Les assassins du commandant Massoud en 2001, c'était des Tunisiens qui venaient de Molenbeek. Nemmouche est passé par Molenbeek à l'aller et au retour, entre la prison et la Syrie, et entre la Syrie et le musée juif de Bruxelles. Ayoub El-Khazani, le mitrailleur maladroit du Thalys, est également venu de Molenbeek. Donc, si vous voulez, tout ça s'est rendu possible. Pourquoi ? Parce que, en même temps, vous avez eu deux choses. Un premier problème qui est très débattu en Belgique, qui est de savoir le rôle des élus. Est-ce qu'il y a eu là des yeux fermés des élus qui ont fait un certain nombre de compromis avec les salafistes pour gérer la paix sociale ? Et ça, ce sont des questions qui se posent dans le cas français, bien sûr, et il y a eu des réactions assez virulentes à certaines déclarations que j'ai pu faire là-dessus. Et d'autre part, in fine, je crois, la différence avec la France, c'est que globalement, vous avez ce qu'on appelle le millefeuille belge, des services de police qui ne sont pas très compétents. On a beaucoup entendu quand Salah Abdeslam a passé 4 mois planqué par le milieu à Molenbeek. On ne savait pas que ça allait arriver. Je suis désolé, mais quand j'ai lancé le livre fin janvier à Molenbeek, un haut responsable local de la police m'a dit, alors je ne serais pas capable d'imiter l'accent belge, mais m'a dit, mais Salah Abdeslam, nous on est convaincus qu'il se cache ici. Gilles Kepel, justement, on va demander à nos deux jeunes gens de leur regard là-dessus. D'abord, Saron, les Tarterets, vous avez vécu, vous avez l'impression d'avoir été dans une sorte de, pardon pour le mot, de pépinière, où il y aurait des connexions entre la délinquance, les armes, le trafic de drogue et le glissement vers le djihad ? Moi, bon, j'étais très jeune lorsque j'habitais à Corbeil-Essonnes, donc c'est vrai que j'ai bien vu la violence. J'étais au Tarteret, donc c'est quand même un quartier qui est connu à Corbeil-Essonnes. C'est vrai que sur le coup, moi, il n'y avait pas à cette époque-là, enfin, j'entendais pas parler justement de terrorisme, mais maintenant, avec le recul, c'est vrai que ça peut toucher justement peut-être des jeunes là-bas, de Tarteret, parce que justement, après, je pense qu'il entraîne un peu tout ce qui est justement aller dans un peu l'extrémisme, et c'est justement le fait qu'ils rencontrent justement du chômage, que les jeunes ne savent pas quoi faire là-bas. Et mais à côté de cela, moi j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que ces jeunes aussi qui souffrent de chômage ou aussi qui se lancent dans le terrorisme. Il y a aussi quand même des jeunes qui font des actions, qui sont dans la solidarité. Quand on vit au Tarteret, est-ce qu'on vit dans la peur ou est-ce qu'on vit dans l'idée qu'il y a quand même malgré tout un espoir qu'on va pouvoir s'en sortir ? Il y a un peu des deux, parce que moi je ne suis pas dans la tête des personnes, mais je me doute bien que d'un côté, c'est vrai de vivre au Tarteret, c'est quand même peut-être pas facile. Mais je pense qu'en même temps, il y a des gens qui ont de l'espoir, parce que lorsqu'on voit justement des jeunes qui agissent pour changer les choses, on se dit que justement, au Tarteret, il peut se passer aussi des choses comme ça. Emmanuel Kujawski, pour clore ce débat sur les Molenbeek français, il y a eu quand même une polémique. Sevran, est-ce que vous le classeriez dans la centaine de villes visées par Patrick Caner ? Je veux dire honnêtement, ça vous énerve ça d'ailleurs, au fait Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est juste que j'ai l'impression que, peut-être pas tous les ans, mais à chaque fois que ce pays se regarde un peu en face, il réalise que depuis 3 décennies et demie, il assiste, spectateur passif, au délabrement total de la vie collective dans les cités. Je ne parle même pas seulement des banlieues, parce que bon, à Sucy-en-Brie, dans le 77, tout va bien, mais dans les cités. Alors oui, c'est la merde dans les cités en France, évidemment, tout le monde le sait, mais sauf que, je parle en tant qu'ancien élu, en tant qu'élu, on est sur place, on gère la misère, on a très peu de moyens, et on passe notre temps à crier à l'aide. Pourquoi ? Pour quelle réponse ? La réponse aujourd'hui, elle vient toujours pas. Donc, si vous voulez, pointer du doigt une centaine, 200, 500... Il y a le ministère de la Ville, jusqu'à récemment, avait encore 751 zones urbaines sensibles. Bon, très bien, il arrose ces 700 zones urbaines sensibles d'argent public. Mais pour faire quoi ? Dans quel but ? Quel est le projet ? Et c'est là où, à mon avis, encore une fois, on se trompe de niveau d'analyse. Pour moi, le problème, c'est lutter contre le terrorisme, contre la radicalisation. C'est comme lutter contre le climat, c'est comme lutter contre les paradis fiscaux. Ça se fait à échelle européenne.
Pointer du doigt les élus locaux, oui. pointer du doigt les élus locaux, c'est très facile, mais je mets au défi n'importe qui de venir accomplir ce sacerdoce quotidien d'être élu local dans une banlieue défavorisée. Alors, on a bien compris. Oui. Allez-y, Gilles Kepel. Justement, Stéphane Gatignon, le maire de Sevran, avait, je crois quand vous étiez en fonction, quand vous étiez élu, avait appelé l'armée, justement, pour attirer l'attention. Non pas tellement qu'il voulait que l'armée soit là, mais pour attirer l'attention, pour cristalliser. Tout comme Samia Ghali à Marseille. Il avait parlé des casques bleus. C'est les casques bleus, j'ai souvenir de l'armée. Oui. Pour intervenir. Oui, c'est Samia Ghali, la sénatrice de Marseille, qui avait appelé oui, une aussi, intervention que militaire. je connais également. Et pour maintenir la paix sur le terrain entre les gangs qui se tiraient dessus. Moi, je me souviens d'une visite à Sevran, justement, quand je travaillais à Clichy-Montfermeil, où on m'avait expliqué qu'il fallait surtout pas passer sur tel trottoir. Les dealers ayant fait passer le message que si on marchait sur le trottoir, ils considéraient ça comme une provocation et que le soir, il foutrait le feu à la médiathèque. Et donc, on avait ces éléments de contexte qui sont très difficiles à gérer, bien sûr, alors, et qui posent un problème plus global, parce que c'est un peu ce que disait Emmanuel Macron qui a fait polémique. Si on ne comprend pas qu'il y a un terreau, c'est-à-dire que le phénomène djihadiste, c'est la pointe d'un iceberg, qui est un iceberg également social et culturel. On aura beau prendre des mesures qui attaquent les effets, il faut comprendre les causes. Ça ne veut pas dire, comme mademoiselle l'a dit très justement, que toute personne qui vit dans une situation difficile est automatiquement programmée pour être un djihadiste. Pas du tout. L'armée étant quand même l'intervention militaire une solution quasiment hexagonale, locale. Ce n'est pas Mais une vous réponse savez, européenne. l'armée, elle est partout aujourd'hui. On la voit depuis les attentats, on voit l'armée dans les rues partout. Elle n'est pas très efficace, mais elle est là. Transition toute trouvée. Saron, vous voulez peut-être rajouter un mot, mais rapidement là-dessus. Oui. Donc moi, en fait, je pense plutôt en fait, aux jeunes qui sont par exemple dans les Tarterets. Pourquoi justement on en est arrivé à là aujourd'hui? C'est ça la question qui un peu se pose. Malheureusement, comme ces jeunes-là rencontrent du chômage, ils ne savent pas trop quoi faire. Ils ont besoin en fait, justement un peu de cette reconnaissance, en fait, d'avoir le sentiment d'être utile dans la société. Et justement, on ne leur donne pas trop la chance, malheureusement, d'être utile à la société. Et je pense que ça changerait beaucoup de choses si ces jeunes se mettaient à l'action, si justement il y avait une possibilité pour eux. On va revenir sur votre question du service civique. Vous avez raison de défendre votre association. Mathias Théridon, sur la question des armes qu'évoquait Gilles Kepel, il y a ce que l'on trouve en face, c'est l'armement, la réponse donc des forces de sécurité. Oui, parce qu'il y a, quelque part, il y a cette spirale entre le trafic de drogue, les armes pour protéger la drogue, et donc évidemment l'armement des mouvements terroristes. En France, depuis novembre 2016, donc les officiers de la police nationale sont autorisés à porter leurs armes et à l'utiliser en dehors de leurs heures de service. Alors il faut qu'ils aient un brassard, il faut qu'ils s'entraînent au moins une fois par an. Il y a aujourd'hui des polices municipales dans les différentes banlieues, dans les cités. C'est environ 20 500 policiers là où on en a les moyens. Là où on en a il y a des villes qui n'ont pas les moyens. Mais il y a environ 21 000 policiers municipaux aujourd'hui. Il y en a 82% qui sont armés et il y en a 39% qui ont une arme à feu. La différence entre les armes qui ne sont pas des armes à feu. Et puis, depuis les attentats de Bruxelles en 2016, il y a eu la loi Savary qui fait qu'aujourd'hui, Guillaume Pépi, le président de la SNCF, l'a annoncé il y a quelques jours, on va avoir des Marshal Trains, c'est-à-dire des officiers de sécurité armés qui seront en civil et qui seront dans les trains. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, cette génération qui est aujourd'hui face au terrorisme va devenir une génération qui sera armée? Est-ce que la solution à cette spirale, la drogue, l'armement, pour protéger la nation, est-ce qu'en face, il faut un surarmement? C'est l'américanisation des sociétés européennes, ce qui pose un vrai problème, parce que... le phénomène est majeur aux États-Unis. Hein. Oui, bien sûr, mais non, mais là, ce qu'il y a en face, surtout... Il pose des questions, d'ailleurs, chez aux États-Unis, sur oui, notamment l'armement militaire qui est mis au service des forces de police civiles. Oui, et ce n'est pas par hasard que Trump joue là-dessus en ce moment. Mais si vous voulez, la grande différence, c'est que les armes qui, autrefois, les braqueurs avaient des armes de poing, etc. Là, ce sont des armes de guerre. C'est-à-dire, face à une Kalachnikov, même si vous avez un gilet pare-balles, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il faut un gilet extrêmement épais, ça vous laisse polytraumatiser. Et donc, le niveau de la violence des djihadistes est quelque chose d'absolument phénoménal. Ce qui pose un problème de réplique, parce que l'arsenal de maintien de l'ordre, y compris en termes d'armes, des forces de police est en décalage par rapport à que voulez-vous faire avec un pistolet quand vous avez un gars qui a une calache en face. Il y avait une police municipale quand vous étiez élu? Non, mais non, parce qu'on n'a pas les moyens. Tout simplement. Mais moi, je crois que Mais vous auriez eu les moyens, vous auriez été pour avoir une police municipale armée, voire surarmée, pour faire face au problème de... En fait, à Sevran, justement, pour moi, ça, ce serait... et il ne s'agit pas de
on n'est pas dans un débat idéologique, anti-police, anti-force de l'ordre, etc. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on pose toujours le débat dans le mauvais sens. À Sevran, la priorité, c'est pas d'avoir des types surarmés partout. Il y en a déjà, mais c'est pas les bons. Le problème à Sevran, c'est la légalisation contrôlée du cannabis. Ça se fait dans la 7e puissance mondiale au Canada. Le type est quand même pas un babacool fumeur de shit, il s'appelle Trudeau. Il est en train de poser le débat et il a des spots publicitaires où il dit pas aux petites dans le métro comme ça tu pourras fumer des joints tranquille à la maison. Il dit c'est pour lutter contre le trafic et notamment le trafic d'armes. À un moment, cette question. Donc vous y voyez là un début de solution. Moi j'ai une question à poser. Pas un début, pas la seule, mais vous, une partie fondamentale de la solution. Gilles Kepel, vous évoquiez à l'instant le niveau de violence des jeunes djihadistes. Moi j'ai une question à vous poser. Quel est le processus psychologique, quel est le déclic qui fait passer au fond un jeune trafiquant de drogue qui vit, on va le dire comme ça, confortablement de son commerce, qui le fait se transformer d'un coup d'un seul en djihadiste capable même de se faire sauter avec une ceinture de bombe? Alors ça, on le saura probablement si Salah Abdeslam, qui est un cas exemplaire de ce que vous dites, passe à table comme il l'a promis, étant entendu que lui, pas plus qu'Abaoud au départ, n'est allé jusqu'à franchir le pas et se faire exploser. Parce que vous avez une espèce de mélange entre la culture du milieu, la culture de la délinquance d'un côté, et puis la culture du salafisme djihadisme. Et la 3e génération djihadiste à laquelle Emmanuel faisait allusion tout à l'heure, c'est une culture qui donne une grande partie de la mise en œuvre des opérations à la base. C'est pas le 11 septembre. Le 11 septembre, vous avez Ben Laden qui paye des billets d'avion en classe business, des cours de pilotage, qui entraîne classe business parce qu'ils sont près de la cabine de pilotage, en fait. Qui entraîne les gens très soigneusement. Le 11 septembre se déroule comme du papier à musique, comme une opération montée par des services secrets. Une opération militaire. Oui, exactement. Mais attendez, ça rend plus difficile la lutte contre le terrorisme. Justement, deux choses. À la fois, donc le fait de dire il faut faire du djihadisme de proximité, c'est Merrah, Mohamed Merrah, c'est la première mise en œuvre de ça sur le territoire français. L'application quasiment à la lettre des textes de Souris, même s'il ne les a sans doute jamais lus, mais c'est arrivé par les tweets et par les flux, jusqu'à lui et par le réseau dans lequel il était socialisé en Haute-Garonne et en Ariège. Et donc ce sont des gens qui sont des locaux, qui ont cette culture du banditisme, qui se sont salafisés, qui sont ensuite partis dans le djihad, qui mettent ça en œuvre. Mais si vous regardez le 13 novembre en particulier, la culture des bandits l'a emporté. Autant en janvier, ils avaient ciblé, entre guillemets, les islamophobes, entre guillemets, le policier apostat du boulevard Richard Lenoir, Ahmed Mrabet, qui vient de Livry-Gargan d'ailleurs, et les juifs, sans guillemets malheureusement. Autant en novembre, ils tuent tout le monde. Et après, ils expliquent que ce sont des croisés, des pervers, etc. Or, ce faisant, c'est la culture du banditisme qui l'emporte, si vous voulez. Ça n'est pas une culture politique du djihadisme qui vise non seulement à tuer tout le monde, tuer de manière ciblée, mais également à ramasser des sympathisants, à rassembler des sympathisants. Parce que le problème de ce djihadisme, c'est qu'il doit entraîner des gens avec lui. Sinon, il échoue. Mathias Léridon, le temps tourne. Il nous reste peut-être 2 sujets à voir avec vous. Le service civique, on va l'évoquer, mais d'abord une question toute simple. Les attentats et la lutte contre le terrorisme remettent en cause, au fond, la vie privée digitale. Oui, parce qu'il y a évidemment le terrorisme dans la rue, qui peut être un terrorisme de type banditisme aujourd'hui. Il y a aussi le terrorisme des images. Gilles Kepel, on l'a vu avec les images absolument sauvages d'otages assassinés dans des vidéos qui tournent sur le net. Il y a l'ensemble des sites qui sont des sites qui font l'apologie du djihadisme. Et en fait, aujourd'hui, se pose une question, c'est qu'on a à la fois en France, la protection de la vie privée, qui fait partie des droits fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a une loi, et il y a l'article 9 du Code civil, qui préserve la vie privée. Et puis, il y a la loi sur le renseignement du 24 juillet 2015, dans lequel il y a un certain nombre de capacités pour l'État de faire en sorte de passer au-delà de la vie privée. Les écoutes, évidemment, mais aussi les interceptions de SMS, la capacité de fermer les sites. Donc là, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que la djihadosphère est un élément majeur à la fois de diffusion de cette information sur le terrorisme et en même temps dans la lutte contre le djihad. Est-ce qu'il va falloir à un moment donné limiter la vie privée
la vie privée digitale. Est-ce qu'on va pouvoir, comme Apple, donner son code pour faire en sorte de lutter contre le terrorisme? Allez, Gilles Kepel, vous répondez à cette question et nous parlons ensuite du service civique. Oui, c'est très frappant parce que moi je visionne beaucoup professionnellement de ces vidéos et elles ont une capacité de fascination. D'abord parce qu'elles utilisent tous les codes des Jones, si j'ose dire. Les mises en scène, tout ça c'est très bien fait. Et en même temps, elles fonctionnent comme le business model du web en général, en fait sur un prurit pornographique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la cash machine du web? C'est le porno. On regarde des gens qui, sous des formes de violence diverses, se livrent à des prouesses supposées sexuelles. Et là, vous regardez les égorgements avec une espèce de jouissance maladive, si vous voulez. Il y a quelque chose qui touche à la perversité des individus et dont les ressorts psychanalytiques, si vous voulez, sont intéressants. Et donc là, il y a un modèle qui a été monté qui va au-delà simplement de la mise en œuvre des préceptes salafistes. C'est très frappant. Monté par qui, Gilles Kepel? Par cette nouvelle génération oui, de bien sûr, parce que ce sont des gens qui sont beaucoup plus sophistiqués. Vous n'avez pas que des chauffeurs qui sont au pied des cités, qui partent au djihad en Syrie, pas du tout. Et ça, c'est l'un des grands problèmes. Vous avez des gens qui sont éduqués, vous avez des gens qui ont fait des études de ceci et de cela, et vous savez, qui tout d'un coup disparaissent en ayant fait l'escroquerie au crédit à la consommation, en achetant des grosses voitures, en liquidant leurs biens et en partant. Et ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau par rapport à ce qu'on voyait auparavant. Allez, Mathias Laridon, on va conclure cette première partie. On va quand même évoquer le service civique pour lequel Saron est présente ce matin. Alors, le service civique, donc c'est l'une des réponses qui a été créé en 2010 par Martin Hirsch. Unicité a été une des associations qui a inauguré ce service civique. Il est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans qui peuvent s'engager dans 9 domaines différents qui ont été reconnus prioritaires par l'État français, l'éducation, la santé, l'environnement. François Hollande, au moment de son élection en 2012, avait fixé un objectif de 100 000 jeunes qui seraient dans le service civique d'ici la fin de son mandat. Il y en a 85 000 qui sont passés entre 2010 et 2014. En fait, ça, moi, j'ai envie de vous poser une question, c'est est-ce qu'un grand service civique républicain serait quelque part une réponse à ou un combat, participerait au combat contre la radicalisation religieuse, contre éventuellement le terrorisme? C'est clair qu'il faut généraliser le service civique. Parce que aujourd'hui, justement, on sait très bien qu'il y a des jeunes qui sont carrément mal dans leur peau, qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin justement d'être utiles. Et moi je sais en tout cas que si un jeune se sent utile, il ne va pas avoir cette haine contre des personnes, il ne va pas justement se mettre à tuer des personnes. C'est important pour un jeune d'être utile dans la société, c'est important de trouver sa place, parce qu'aujourd'hui ces jeunes-là se trouvent en marge de la société. Et si on est en marge de la société, voilà, c'est qu'on se sent inutile. Et justement, un service civique, ça répond à un besoin d'utilité. Pour moi, en tout cas, je vous donne mon exemple. Obligatoire, en quelques mots? Obligatoire, non, je ne pense pas que pour moi, en tout cas, ce n'est pas la solution. Pour moi, un service civique, ça reste volontaire. Il ne faut pas venir dans un service civique pour plomber aussi la mission des autres. Mais là où je veux en venir, c'est que moi, personnellement, j'ai fait mon service civique. Avant de faire un service civique, bien sûr, j'ai travaillé un peu. J'ai pu travailler un peu à la Banque de France. Mais derrière ça, après, j'ai eu une période de chômage où je me suis sentie un peu seule. Et là, justement, on se replie sur soi, on a besoin d'aller voir les autres. Et là, quand on va en service civique, on se rend compte que finalement, on est utile, on rencontre des personnes qui sont différentes de nous. Et c'est ça qui est important. Moi, je veux juste aussi souligner ce point-là. En service civique, le fait de faire un service civique, c'est pas le fait simplement d'être utile aux autres, c'est aussi de rencontrer des personnes qui sont différentes de nous. D'accord, là-dessus ? Ce sera le mot de la fin. Je suis d'accord à 99%. En fait, on entend de plus en plus là, les gens face à tout ça faire preuve un peu de nostalgie en disant au moins quand il y avait le service militaire, ils se rencontraient tous, issus de tous les territoires, de toutes les classes sociales, etc. Et pendant un an et demi, il y avait, ça permettait de construire le devenir français. Aujourd'hui, le service civique, pour moi, c'est la meilleure alternative, mais encore une fois, il ne faut pas le prendre à mauvaise échelle. Un service civique de 6 mois, renouvelable une fois, obligatoire dans un pays d'Europe, ça permettrait d'en finir avec cet Erasmus qui concerne que la crème de la crème, dont j'ai eu le plaisir de faire partie, mais qui ne concerne absolument pas la majorité des Européens. Je précise juste que ça fait 70 ans que ce continent ne se fait pas la guerre, c'est record sur les 2000 dernières années.
ce serait peut-être bien qu'on continue, et le service civique, à mon avis, pourrait y contribuer en faisant se rencontrer les jeunes Européens. C'est sur ce souhait que nous nous séparons. Merci à vous, Emmanuel Kujewski. Merci, Saron Buchanan. Merci, Mathias Léridon. Nous allons passer à la deuxième partie de ce Génération Terrorisme, comment faire face, avec notamment des réponses en matière d'éducation. À tout de suite. Voilà, ça va très vite. Laurent Bigorgne, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes installé avec vos deux jeunes invités que nous allons présenter rapidement et qui pourront dialoguer avec vous, Gilles Kepel. Tout d'abord, Fadil Korim Bocuse, bonjour. Bonjour. Vous êtes très jeune, 23 ans, un tout jeune conseiller municipal de Noisy-le-Sec, c'est en banlieue parisienne, dans le 9-3. Et dans le 93, vos parents sont mauriciens, vous tenez à le préciser, et vous êtes engagé politiquement au sein du MoDem. Je suis le président des Jeunes démocrates du 93. De François Bayrou. Vous êtes étudiant en master de contrôle et gestion et audit à Dauphine. Alors vous étiez au Stade de France le soir des attentats du 13 novembre. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Beaucoup de... Enfin, on ne savait pas en fait ce qui se passait. On entendait des choses, on a eu des appels. J'étais avec d'autres élus de Noisy-le-Sec d'ailleurs, on avait eu des appels, des messages, qu'il y avait des choses qui se passaient dans Paris. On a entendu les bruits derrière nous, mais au fond on ne savait pas. Les gens autour savaient plus que nous. Et puis il y a eu beaucoup de peur. Je pense que pour la première fois de ma vie, quand je suis sorti dans les rues, j'ai eu peur des voitures autour de moi, je pense. Vous vous dites, quand nous avons préparé cette émission, vous m'avez dit, en fait, nous sommes tous concernés dans les cités par ces attentats. Nous sommes quelque part massivement tous du même côté. C'est un peu votre message. Les attentats, ils touchent tout le monde. Les gens qui fusillaient les gens, ils regardaient pas si la personne était musulmane, s'il était de banlieue, s'il était blanc. Ils tuaient tout le monde. Il n'y avait pas de différence. Au Stade de France, il y avait plein de gens, forcément, qui venaient du 93, donc ça touchait vraiment tout le monde. Vous, Simon Barthélémy, vous avez 24 ans, vous êtes délégué régional de l'association Génépi Île-de-France, bienvenue, association dans laquelle vous effectuez votre service civique, on y revient, vous êtes étudiant en droit. Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit, Génépi, ça concerne les prisons, hein. Oui, alors, en fait, on dit Génépi Île-de-France, mais c'est la délégation régionale du Génépi France. Le Génépi, c'est une association qui œuvre au décloisonnement des institutions carcérales par la circulation des savoirs entre les personnes enfermées, la société civile et les détenus. Alors pour plus préciser la chose, on a 3 piliers de notre association. Le premier, c'est l'action en détention. Donc on a des bénévoles, 1200 bénévoles en France, qui vont toutes les semaines en détention pour faire des choses avec les détenus. On ne dit pas cours parce qu'on n'est pas un substitut de l'éducation nationale, donc on est bien là pour faire des choses en plus. Et à côté de ça, on a tout un pan de l'activité qui est fait formation pour les bénévoles. Avec un regard particulier en ce qui nous concerne et ce qui concerne cette émission sur le regroupement ou pas d'ailleurs de prisonniers touchés par l'islam radical. On y viendra très vite avec vous, Gilles Kepel. Un mot là-dessus peut-être au passage. Oui, parce que c'est une initiative très importante. J'y participe moi-même, non pas à travers le Génépi. Je suis allé plusieurs fois en prison pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et dans le livre, j'accorde beaucoup d'importance à ce que j'appelle l'incubateur carcéral. L'exemple le plus frappant, c'est Jamel Beral, le plus gradé d'Al-Qaïda en France, qui est arrêté, qui est enfermé à Fleury-Mérogis. Et en 2005, il est chez les isolés, au 4e étage, mais au 3e étage, en 2005, on met un certain Chérif Kouachi, qui a été attrapé avant de partir au djihad en Irak, et à côté, un braqueur de Grigny qui s'appelle Hamedi Koulibaly. Et on parle de 2005, et voilà le groupe qui va faire en 2015 des attentats de janvier, et qui va se revoir régulièrement, qui fera de l'entraînement quand Beral est en résidence surveillée à Murat, dans le Cantal, etc. Oui. Donc c'est très important. Ce lundi 11 avril, je vais passer toute une matinée dans la prison de Villepinte à débattre avec à la fois des prisonniers, ça fait penser à ce que disait monsieur Fadil, c'est ça, oui. Qui ont monté une association qui s'appelle Unis pour la paix,
pour lutter contre le prosélytisme des terreaux en prison, et puis un certain nombre de gens qui sont là parce qu'ils sont allés en Syrie, ils en sont revenus. Et j'attends beaucoup, si vous voulez, de ces prises de parole, de ces échanges sur le terrain avec des individus qui ne sont pas simplement vus de loin, comme le faisait mon interlocuteur ou mon adversaire que vous mentionniez tout à l'heure, mais avec lesquels on comprend, on entre dans la réalité, on touche l'os. Nous évoquerons ce sujet plus longuement tout à l'heure. Laurent Bigorgne, les attentats aujourd'hui et le phénomène du djihadisme posent le problème de l'intégration de l'islam de France. Alors, pose, je ne sais pas. C'est-à-dire que ceux qui sont les promoteurs de ces attentats ont un objectif qui est clair, qui a été rappelé d'ailleurs, de fractionner, de fracturer plutôt la société française et d'essayer de faire que, au fond, des groupes s'affrontent. Le groupe dominant, le groupe des Français dits de souche, chrétiens ou autres, et puis évidemment le groupe des musulmans, si tant est qu'il soit cohérent de parler de groupe, parce que là on est dans l'idéologie pure. La question qu'on peut se poser, j'aimerais à la fois la poser à nos invités et puis recueillir l'œil d'expert de Jin Kepeng, qui travaille sur ces questions depuis très longtemps, c'est on est à l'approche d'élections. On sent qu'il y a une tentation qui monte en ce moment, dans des partis même républicains, effectivement, d'aller dans le sens de cette fracture, ou de l'accompagner, ou de dire que cette fracture, au fond, ce qui permettrait de trier les extrémistes et les autres, serait une bonne chose. Quel regard vous portez sur ce discours qui monte, mais qui d'une certaine façon semble parfois alimenter aussi cette machine, j'allais dire infernale, mise en marche par les terroristes? Oui, je crois que le principal danger est là, effectivement. Et les textes de Souris auxquels faisait allusion Emmanuel tout à l'heure, Abou Moussab Souris, donc ce Syrien, cet ingénieur syrien formé en France, qui en 2005 met en ligne son appel à la résistance islamique mondiale et qui vise l'Europe comme ventre mou, veut faire en sorte que les attentats aient une dimension provocatrice, qui fasse que ceux qui sont visés se retournent contre les musulmans et qu'on ait des identitaires qui se massacrent, un peu le schéma qu'a mis en scène de manière fictionnelle Michel Houellebecq dans Soumission. Or, regardez ce qui s'est passé en janvier. En janvier, il y a eu une immense manifestation, le 11, d'immenses manifestations de solidarité, mais en même temps, ces manifestations étaient clivantes. C'est-à-dire, vous aviez ceux qui disaient « je suis Charlie », ceux qui disaient « je ne suis pas Charlie, je suis Charlie Koulibaly, je suis Charlie Martel », etc. Or, après novembre, il n'y a plus eu ça. Après novembre, justement, comme vous l'avez mentionné, monsieur, comme tout le monde a été visé de manière indiscriminée, il y a eu personne, je n'ai pas vu sur le web, même si la police informatique est mieux faite aujourd'hui, de gens qui disaient « I like Abaoud », alors que vous aviez des milliers de likes pour Mera en 2012. Les choses, je crois, ont changé et c'est pourquoi, même s'il faut bien prendre conscience que le salafisme, comme l'a souligné le Premier ministre aujourd'hui, est en fait un facteur de désintégration. Les salafistes, dont beaucoup sont français, même la plupart, souhaitent se désintégrer, comme pour utiliser leur vocabulaire, se désavouer d'avec la société française. Vous aviez parlé d'erreurs à l'époque stratégique après ces attentats. Vous avez dit que c'est un premier faux pas. Oui, à mon avis, les attentats du 13 novembre et ceux de Bruxelles, alors c'est quels, sont une erreur politique de la part des djihadistes parce qu'en visant de manière indiscriminée tout le monde, et en particulier en tuant un grand nombre de jeunes musulmans, parmi lesquels ils voudraient avoir des soutiens, ils ont fait une erreur. En prison, justement, on m'a expliqué, le 13 novembre, exactement ce que vous avez dit, des gars qui m'ont dit, mais c'est des barjots, il y avait mon frère au stade ce jour-là, il y avait mon cousin. Pourquoi ? Et donc on a senti une exaspération contre ces gens qui parlent en leur nom, si vous voulez, que je n'avais jamais senti à ce stade auparavant. Fadil veut intervenir. Hein, oui. Moi, je pense que concernant les jeunes qui s'identifient au djihad et qui vont en Syrie, je pense que ça va au-delà en fait, d'une question d'intégration. Je pense que le problème, c'est surtout au niveau de la jeunesse, en fait. Parce que c'est sûr, oui, il y a des jeunes de banlieue qui vont en Syrie, il y en a quelques-uns, mais le profil n'est pas forcément que de jeunes de banlieue. Oui, il y a beaucoup de jeunes de classe moyenne. Par exemple, il y avait un exemple d'un jeune normand qui s'est converti à l'islam, qui a peut-être jamais vu de musulman de sa vie et qui est parti en Syrie. Je pense que le problème, il doit se situer au niveau de la jeunesse et que c'est peut-être que la jeunesse entière est désespérée et ça leur donne envie et qui arrivent à se faire manipuler par des gens malsains et qui eux-mêmes alimentent une religion et la trafiquent et la manipulent. Laurent ? Oui, le questionnement est... On peut avoir ce débat. Le questionnement nous renvoie à la place de l'école. Est-ce qu'au fond, l'école a perdu la main ?
Il y a un sondage récent qui a été fait auprès de collégiens, une étude qui a été faite qui montre qu'au final, les collégiens français d'ailleurs, perçus comme chrétiens ou perçus comme musulmans, semblent faire plus confiance aujourd'hui à des bouts de doctrine, à des éléments de doctrine trouvés sur Internet, voire à un magistère religieux, quand bien même celui-ci n'est pas orthodoxe au sens républicain du terme, qu'à leurs enseignants. Est-ce que vous avez le sentiment, vous avez beaucoup travaillé sur Clichy-sous-Bois et Montfermeil, mais sur d'autres territoires de République, que l'école a perdu la main? On ne peut pas dire ça à ce point-là, mais effectivement, on voit bien que des savoirs, qui ne sont même pas des savoirs, des espèces de visions idéologiques qui viennent de l'ordinateur, ont une valeur de véridicité plus forte que celle du prof, dans un certain nombre de cas, où le prof apparaît comme finalement mal payé, pas très crédible, etc., alors que finalement, de l'ordinateur vient une parole qui a quasiment statut divin. Mais je ne pense pas que la bataille est perdue, loin de là. Mais en revanche, il y a effectivement une question, je crois, qui doit être posée au niveau de l'éducation nationale, qui n'a pas véritablement pris en compte ce phénomène. Et on le voit, vous parliez tout à l'heure d'un reportage très intéressant paru dans le Figaro ces jours-ci. Oui, les écoles musulmanes qui inquiètent le gouvernement. Sur le développement dans un certain nombre de quartiers populaires, d'écoles à caractère religieux hors contrat. Contrat, oui, privé, mais hors contrat. Voilà, c'est ça, donc qui ne sont pas soumises à la prohibition des signes religieux ostentatoires. Il y en a une cinquantaine et 6 seulement seraient sous contrat, ce qui est peu finalement. Oui. Et alors après, ça pose les questions de financement, je n'ai pas enquêté là-dessus, mais il doit y avoir quelque chose à trouver. Et qui donc propose aux enfants qui y viennent une vision qui n'est pas celle du partage avec les valeurs de la République, le service civique, etc., dont on parlait tout à l'heure, et en même temps qui, pour un certain nombre de parents, qui ne sont pas nécessairement des extrémistes, présente la dimension encadrement, si vous voulez, encadrement religieux strict, qui permet d'éviter aussi un gros problème dans la vision de l'école publique dans les quartiers populaires, c'est que c'est le désordre absolu, que c'est le lieu des mauvaises fréquentations, etc. Donc là, on a un véritable souci éducatif. Je sais que l'Institut Montaigne travaille beaucoup là-dessus et c'est très louable, mais je ne suis pas sûr que l'ampleur de ce problème ait été prise en compte aujourd'hui. Juste un mot, Simon, après vous, avec vous, Fadil. D'abord, Simon Barthélémy, votre association Génépi propose au fond de l'enseignement aux personnes incarcérées. Est-ce que c'est une façon de rattraper le temps perdu sur toute une jeunesse déscolarisée? L'école aurait en partie perdu la main à ce sujet-là également. Alors encore une fois, on ne veut pas parler d'enseignement parce qu'on n'est pas là pour faire des cours. Le but de base, c'est plutôt d'arriver à discuter avec les détenus. On est sur un système d'éducation populaire, donc à discuter avec les... Sur la déradicalisation des... Alors, sur la déradicalisation, alors déjà, moi, le terme de radicalisation ne me plaît qu'à moitié. Ah bon, pourquoi? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais, pourquoi? C'est un débat intéressant, pourquoi? Je considère que je suis radicalisé. Par exemple, je suis un militant de gauche, radical, donc on peut très bien me classer dans une partie de la population qui serait une partie radicalisée. Je ne pense pas que j'ai grand-chose à voir avec un gamin qui va aller se faire sauter devant le Bataclan. Oui, l'usage ad nauseam de ce terme ne veut plus rien dire. Vous voulez qu'on enlève du débat concernant le deuxième? Ah oui, le mot radicalisé ne sert à rien qu'à occulter le débat. C'est là l'erreur que fait notamment Olivier Roy. Continuez, finissez. Et du coup, en fait, nous, le prisme que prend l'administration pénitentiaire pour nous parler de radicalisation, c'est forcément pour nous parler de déradicalisation, même si, encore une fois, j'aime pas le terme. Et autant on peut, comme vous l'avez très justement dit, il y a un problème de radicalisation en prison, mais il est extrêmement minoritaire par rapport à ce qu'est la prison, c'est-à-dire notre objet d'étude. Et sur 68 000 détenus, on a 170 personnes qui sont sous écrou terroriste pour des faits liés à l'islam. Donc c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Vous les rencontrez physiquement? Vous avez un dialogue? Alors nous, on les rencontre pas du tout, très peu, parce qu'en fait, ils sont, comme avec les dernières mesures, sont placés en regroupement, et en fait, on n'a pas accès à ces ailes-là ou à ces unités dédiées. Du coup, en fait, nous, la seule vision qu'on en a, c'est des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir justement assister aux ateliers comme tout le monde. Ils ont des heures de parloir qui sont différentes. Donc ils sont en fait placés avec une double peine parce qu'ils ont la peine d'être détenus et en plus ils n'ont pas les mêmes droits que les autres détenus. Fadil veut ajouter un mot. Oui, moi je pense que l'école n'a pas encore perdu la main non plus. Je pense que l'information médiatique a perdu la main face à ces gens qui se disent hors système et qui essaient de manipuler ces jeunes. Mais l'école n'a pas encore perdu la main. Je pense qu'il faudrait aussi renforcer, notamment en primaire, les effectifs et les cours. Moi, je vois par exemple à Neuville-Sec, on a mis en place des cours pour permettre au CP à des cours renforcés pour lire.
Et l'État baisse ses subventions sur ces cours. Donc il faudrait avoir une vraie vision de l'éducation et de ce qu'on veut faire apprendre aux jeunes, en fait. Parce que les parcours, les gens qui s'en sortent, c'est grâce à l'école. Hein. Ça, il ne faut quand même pas oublier que tous ceux qui sont issus de milieux populaires, issus de l'immigration, de parents souvent analphabètes ou autres, et qui aujourd'hui ont fait un certain nombre de réussites qui sont quand même très frappantes dans la société. Donc c'est quand même l'école qui l'a fait. Donc il ne faut pas non plus considérer que tout est foutu. Mais il y a des signes qui sont préoccupants et qui, je crois, ne sont pas suffisamment pris en compte. Allez, à vous, Laurent Bigorni. Oui, je reviens un instant au témoignage de Simon, parce qu'au fond, vous avez publié en 2005, quand Al-Qaïda parle, hein, peu après... Al-Qaïda dans le texte. Al-Qaïda dans le texte, pardon. Et peu après, un de vos collègues, Farhad Khosrow-Kavar, a publié un ouvrage, justement, fruit de son travail en prison, et qui... Qui était Al-Qaïda parle, justement. Voilà, exactement, pardon pour cette confusion. Et qui montre bien qu'au fond, il y a un certain nombre de carences aujourd'hui qui sont connues. Par exemple, la question des imams et de la disponibilité des imams en prison. La question, effectivement, de la pratique libre ou pas du culte, qui fait très peur à l'administration pénitentiaire. Est-ce que vous avez le sentiment, indépendamment de la question des terroristes, hein, mais qu'on s'est donné, au fond, toutes les chances de pouvoir, même vis-à-vis de populations qui sont aujourd'hui incarcérées, essayer de les ramener du bon côté, ou en tout cas d'essayer de permettre une transition d'un État qui peut, j'ai employé 14 guillemets, encadré par vous deux, mais d'un état de radicalisation à un État qui permet une forme de socialisation et d'espoir, tout simplement. Alors, je crois qu'il y a eu une catastrophe dans la gestion de cette population pénitentiaire jusqu'à récemment. Et par exemple, Boubacar El-Hakim, qui était de la bande des buts de Chaumont, qui est un franco-tunisien, qui est l'un des patrons de Daesh aujourd'hui, qui s'est vanté d'avoir fait assassiner le député tunisien de Sidi Bouzid, Mohamed Brahmi, et Chokri Belaid, un journaliste laïque, raconte dans le journal de l'État islamique en ligne son séjour en prison. Il dit « Ces salauds de mécréants nous ont fait la vie dure, mais c'était formidable parce qu'on a passé la bonne parole à énormément de personnes, des braqueurs et autres, à qui on dit « Si tu es là, c'est pas parce que c'est pas ta faute, c'est parce que comme tu es musulman, la société islamophobe t'a contraint finalement à aller dans la déviance. Bon, on va passer l'éponge là-dessus. Utilise ta violence pour le djihad et non plus pour braquer des banques ou pour estourbir des vieilles dames. » Donc ça, c'est un élément très important. Alors la question que vous avez évoquée l'un et l'autre, de ces quartiers spécialisés, si j'ose dire, oui, pour les gens qui sont convaincus de faits de terrorisme. C'est une expérience qui est en train de se mettre en place et qui est très discutée. Il y a du pour et il y a du contre. Le pour, c'est qu'on peut identifier ces individus, on peut parler avec eux, on peut, et parce qu'ils représentent pour nous, comme universitaires, une source de connaissances qui nous permet de comprendre, justement, de répondre aux questions que vous avez parlé tout à l'heure, auxquelles j'ai du mal à répondre. Qu'est-ce qui fait l'itinéraire d'un Slahab d'Islam ? Eh bien, c'est à partir du moment où on arrive à établir une relation avec eux, à parler, à comprendre, qu'on peut les identifier. Et d'autre part, bien sûr, il y a l'isolement relatif par rapport à la masse de la population pénale. Et ça a été, l'incubateur a été de ce point de vue-là une catastrophe pendant les années précédentes. L'autre aspect, c'est que un certain nombre d'autres prisonniers estiment qu'eux, ils sont seuls par cellule, on leur fait venir des gens qui viennent les voir, etc. Et donc, d'une certaine manière, ça conforte leur statut de caïd, si vous voulez. Oui. Donc, il y a un débat. Moi, je pense que quand même, l'initiative est bonne. L'initiative est bonne parce que sinon, on ne fait rien et ça va en ce sens dans ce que préconisait Laurent Bigorni tout à l'heure. Alors, Gilles Kepel, merci pour cette précision. Pour ou contre, Simon Barthélémy, regroupement, pas le regroupement, quelle est la bonne solution ? Alors déjà, la solution en place, elle n'est pas bonne en soi. Penser qu'on va pouvoir travailler sur une vie de traumatisme en 6 mois, c'est des unités dédiées de 6 mois, c'est des petits modules de 6 mois. Je pense que 6 mois pour reconstruire une vie, c'est se mentir, c'est se mettre le doigt dans les jusqu'au coude. L'autre problème, il est que, ça avait été pointé par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, mais encore une fois, il y a beaucoup de droits qui sont bafoués en prison, et encore une fois, c'est la double peine, parce que les critères sur lesquels sont sélectionnés ces gens, c'est leur écrou terroriste, mais le problème, il est qu'on met des gens sous écrou terroriste maintenant pour association de malfaiteurs en vue de commettre une action terroriste, c'est-à-dire des gens qui en soi n'ont pas commis d'action terroriste, et donc la détection de signaux faibles, comme l'avait dit Christiane Taubira, elle pose énormément de problèmes parce qu'elle confond, à mon avis, en partie fondamentalisme et extrémisme religieux, qui sont quand même, à mon avis, des choses assez différentes. Surtout qu'apparemment, moi, c'est des choses que j'ai lues, mais maintenant, les nouveaux djihadistes passent même plus par la case fondamentaliste, parce qu'ils savent qu'ils vont être détectés de cette façon-là, et du coup, par extension, ils passent direct, ils se font pas pousser la barbe, ils vont pas à la prière avec les autres, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, moi, je pense que c'est les musulmans des prisons et qui constituent une grosse partie de la population pénale
qui paye le fruit de ses actions. Laurent Bigorgne, le rôle de la famille dans la prévention de la radicalisation, est-ce que On a beaucoup parlé de ce que l'État peut faire. Est-ce que ça compte? Mais effectivement, on aurait envie d'entendre Gilles Kepel sur ce que les familles peuvent faire et sur la façon d'aider les familles. Est-ce qu'elles sont dépassées, au fond? Avec les étudiants avec qui je travaille là-dessus, on a rencontré un certain nombre de familles, de gens qui étaient partis en Syrie. Et ce qui est très difficile à rencontrer, c'est un père, P-E accent grave, R-E. C'est-à-dire que c'est un facteur qui... Alors, on n'a pas assez de données statistiques pour établir des lois, mais les premières intuitions, c'est la disparition du père. Le père est parti, dans les familles d'origine immigrée, parfois parti au bled avec une autre femme plus jeune et a laissé la mère avec les gosses ici, ou bien a disparu dans le cadre français. Et on a très fréquemment des mères complètement larguées qui se retrouvent face à des enfants qui sont pris en charge par un groupe de pères, P-A-I-R-S, c'est-à-dire d'un même groupe d'âge, et qui, eux, vont refaire la loi à leur manière, à travers l'Internet, à travers choses. Et le père, comme figure paternelle, qui d'une certaine manière, le représentant de l'État dans la famille, qui est celui qui donne la loi, qui donne les normes, a disparu. Et c'est là que ce monde du web djihadiste fournit une loi alternative avec ses figures idéalisées, le héros et le martyr, celui qui va redresser les torts, etc. Et c'est en ce sens que Salah Abdeslam est un échec dans cette affaire. Salah Abdeslam a déserté, il est allé se réfugier dans les jupes maternelles, si j'ose dire, à Molenbeek. Il s'est fait tirer dessus par derrière, il s'est rendu, il va collaborer. Et on voit comment lui est quelqu'un qui finalement est une assez bonne antidote contre les figures d'identification que construit ce réseau alternatif. Il faut conclure, Gilles Kepel. Par quoi est-ce que vous remplaceriez le mot radicalisation, alors? L'enjeu aujourd'hui, c'est le djihadisme. C'est ça la question. C'est le défi djihadiste qui se pose en Europe, qui débouche d'un côté sur le terrorisme et qui se nourrit de l'autre du salafisme. Il n'y a pas de relation nécessaire et suffisante entre salafisme et djihadisme, mais il y a une relation nécessaire. Merci à vous, Gilles Kepel. Merci à vous, Fadil Korembocus, Simon Barthélémy et vous, Laurent Bigorgne. Merci d'être intervenu dans cette deuxième partie. Gilles Kepel, je rappelle le titre de votre ouvrage « Terreur dans l'Hexagone » chez Gallimard. On va finir peut-être avec une note optimiste avec vous. En quelques secondes, Gilles Kepel, on va s'en sortir. Oui, moi je suis toujours optimiste. Ça fait 35 ans que je suis optimiste. Je ne suis pas toujours très écouté, mais je pense que à partir du moment où on analyse ce phénomène sérieusement, on comprend le mode de fonctionnement et on comprend comment le traiter. C'est pourquoi il est important que l'analyse soit exacte, soit scientifique, soit corroborée par les faits, par la connaissance des langues, par le terrain, et ne soit pas basée sur des élucubrations. Merci Gilles Kepel, et j'invite à la lecture de votre ouvrage, qui est assez remarquable, je me permets de vous le dire, et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Génération d'idées sur Public Sénat. Merci à vous.